Amour prohibé. Chapitre 9. Thé nocturne. Bastian. Juin 1943. La conversation que je viens de surprendre à la commande d'un tour ne me rassure pas. Les contrôles et la surveillance des écoles et des orphelinats vont être renforcés. La répression va s'accentuer car les réfractaires au STO et les sabotages sont de plus en plus nombreux. Je décide de rentrer tôt. Adeline est avec Anna sous la pergola. Les filles sont en train de faire des coloriages. Je veux juste l'entendre et la voir. J'ai l'impression de sentir encore sur mes lèvres le goût de ses baisers passionnés de la veille. Elle sourit en me voyant approcher. J'aime son sourire qui illumine ses beaux yeux verts. Mon regard est soudain accroché par un papier plié sortant de la poche d'Estelle. Je crois distinguer une croix de Lorraine. Adeline a vu dans quelle direction se sont portés mes yeux. Elle aussi le voit et elle pâlit. Je m'accroupis à côté d'Estelle, sans mouvement brusque. Je la regarde colorier un instant. L'enfant ne montre aucun signe d'inquiétude, ce qui ne me surprend pas. Pourquoi serait-elle inquiète? Alors, Estelle, qu'as-tu fait de beau à l'école aujourd'hui? Ce matin, on a fait une dictée et du calcul avec plein de multiplications. Puis cet après-midi, on a étudié les papillons. Puis je feins l'étonnement en découvrant le papier sortant de sa poche. « C'est quoi ce papier? Tu me fais voir ?» Sans hésitation, elle sort le document et me le remet. Je le déplie. Il s'agit bien d'un tract de la Résistance. « Je peux le garder ?» demandai-je. « Si tu veux. » Et elle retourne à son coloriage, sans se soucier du reste. Je glisse dans ma poche le bout de papier apparemment anodin, mais qui peut causer bien des dommages. Je jette un regard rassurant à Adeline. Je me dirige vers la villa, elle me suit. « Que comptes-tu en faire ?» me demande-t-elle en chemin. « Je vais le détruire. Que veux-tu que je fasse d'autre ?»« C'est tout ?» dit-elle stupéfaite. « Si quelqu'un d'autre le voit, ça pourrait avoir des conséquences dramatiques. Je n'ai pas non plus l'intention d'en parler à qui que ce soit. » J'imagine qu'elle se demande comment Estelle s'est retrouvée avec ce papier si compromettant. Les tracts sont destinés à être diffusés et en glisser dans le cartable ou la poche d'un gamin est un des moyens, comme d'en laisser traîner dans les toilettes d'un bar ou sur les sièges d'un cinéma. Je te suis reconnaissante, mais ton rôle ne serait-il pas de dénoncer ce genre de fait en tant que soldat du Reich? Je la regarde droit dans les yeux. Estelle n'est pas responsable. C'est une fillette de 7 ans. Elle ne sait même pas ce que ce tract signifie. Quelqu'un lui a mis dans la poche, ou bien elle l'a ramassé sans penser à mal. Je la sens confuse. Elle croit que j'adhère au Parti national-socialiste. Je ne suis pas un SS, Adeline. Oui, je suis un soldat, mais surtout un homme, qui éprouve des sentiments, qui veut faire ce qui lui semble juste. Elle me fait face. Son visage semble exprimer des doutes sur la sincérité de ce que je viens de dire. Comment pourrait-elle croire quelqu'un qui porte l'uniforme ennemi? Si elle pouvait lire dans mes pensées, si elle savait qui je suis vraiment. Je ne peux pas t'obliger à me croire, mais je ne ferai jamais rien pour te nuire, ni à toi, ni à toutes les personnes qui vivent dans cette maison. Merci, Bastian. J'aimerais te croire, mais je ne sais pas encore si je peux te faire confiance. J'ai l'impression de recevoir un coup dans l'estomac. Je me sens vaciller. Pourtant, j'avais l'impression que tu me faisais confiance quand nous avons dîné en tête-à-tête, quand nous avons dansé, quand nous nous sommes embrassés. Est-ce possible qu'elle ait joué la comédie? Je l'ai pourtant senti frémir quand nos mains se touchaient. N'a-t-elle pas senti combien elle m'attire,
Combien je la désire. Ce baiser passionné entre nous hier soir, tu l'as aimé autant que moi. Je fais un pas vers elle, mais elle recule d'autant, avançant un bras tendu pour maintenir une distance de sécurité. Le simple contact de sa main m'électrise, mais je reste immobile, malgré l'envie que j'ai de l'enlacer, de sentir son corps contre le mien, de l'embrasser avec passion. Laisse-moi tranquille, Bastian, tu te méprends sur mes réactions. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas m'être trompée à ce point. Mon cœur s'emballe. Je ne me méprends pas, exclamai-je plus vivement que je ne voudrais. Je sais ce que je vois, ce que je ressens. En revanche, toi, tu refuses la réalité. Pourtant, c'est moi qui devrais faire semblant de ne rien voir. Je m'efforce de me calmer. Je ne veux pas prononcer de paroles que je pourrais regretter. Les femmes sont un mystère pour moi. Souvent femme varie, bien folle et qui s'y fie, selon Victor Hugo. Quel est ton problème avec moi, Adeline? Elle me dévisage un long moment, comme si elle hésitait. Mon problème, c'est que tu es un nazi. Puis elle s'éloigne à grands pas, me laissant planter là. Ça y est, le grand mot est lâché. Me croire nazi lui facilite la tâche. Cela lui donne une raison de ne pas me fréquenter. Mais en même temps, elle n'a rien à me reprocher. Elle lutte contre ses sentiments, et elle souffle le chaud et le froid parce qu'elle ne se sent pas en sécurité. Pourtant, si elle ne s'intéressait pas à moi, elle ne m'aurait pas posé autant de questions. Son corps parle à sa place. Elle doit bien sentir cette alchimie, ce magnétisme entre nous. Mon uniforme lui pose problème, mais il se cache bien des choses en dessous. Depuis des mois, la répression sur les Juifs a pris une ampleur considérable. Depuis les premières émeutes anti-juives à Göttingen en mars 1933, avec les pillages, les agressions, le nombre d'étudiants juifs à l'université a été réduit à la portion congrue. Naomi ne peut plus poursuivre ses études. Le SPD a lui aussi été déclaré illégal, et mon père, ancien maire de Duderstadt, est surveillé. Depuis les lois de Nuremberg, nous devons nous cacher pour nous aimer. Jusque-là, nous avons eu de la chance. Mais ce matin, les hommes de la SA sont venus chercher le frère de Naomi et sa petite amie non juive dans l'appartement de la mère de cette dernière. Ils les ont promenés tous les deux dans les rues, chacun avec un panneau autour du cou, à souiller la race. On les a frappés en pleine rue, on leur a arraché des cheveux, craché dessus, puis on les a conduits en prison. Nous n'avons jamais revu Simon. Depuis, Naomi et moi espaçons nos rencontres pour ne pas être pris. Je l'incite, ainsi que ses parents, à fuir en France. Depuis que le Front populaire est au pouvoir, les étrangers y sont mieux accueillis. Des amis résistants sont prêts à nous aider. Mais les parents de Naomi ne veulent pas partir, au cas où Simon reviendrait. Et je n'ose pas leur dire qu'il est sûrement déjà mort. Et Naomi n'a pas voulu partir sans eux. Une partie de moi est heureux qu'elle soit encore un peu avec moi, mais c'est de plus en plus risqué. Puis arrive cette nuit du 9 au 10 novembre 1938, avec les vitrines brisées, les magasins pillés, leurs propriétaires juifs roués de coups, les appartements dévastés, les habitants maltraités ou tués. La majorité des Juifs de Göttingen ont fui ensuite. Le 26 mars 1942, les derniers sont déportés vers Auschwitz, dont les parents de Naomi. Heureusement, le jour de la rafle, Naomi est avec moi. Je la retiens, je la serre contre moi pour l'empêcher de les rejoindre. Cette fois, elle écoute mes arguments et accepte de partir. Je l'emmène en voiture jusqu'à Lübeck, où des amis de l'université l'accueillent. De là, elle pourra passer au Danemark, où les Juifs ne sont pas encore déportés. Je repars le dimanche 28 au matin pour être à mon poste le lundi. Malheureusement, le lundi en fin de matinée, c'est par une secrétaire du laboratoire de l'université que j'apprends que Lübeck a été bombardé dans la nuit. Ce n'est qu'au bout de plusieurs jours que je suis informée que Naomi et les amis qui l'hébergeaient faisaient partie des centaines de personnes tuées. J'ai moi-même envoyé mon grand amour à la mort.
Je me réveille en sursaut, en sueur, tremblant. Je tente de me débarrasser des images de ruines fumantes, comme celles sous lesquelles a disparu Naomi. Je me lève pour prendre une douche froide qui me ramène dans le présent. Pour autant, le sentiment de culpabilité est toujours là. La réalité, c'est que Naomi est morte depuis plus d'1 an et que je suis responsable de sa mort. La douche m'a débarrassé de la sueur, mais pas de ma culpabilité. J'enfile mon pantalon et un maillot de corps. Je descends pieds nus sans bruit pour aller boire quelque chose dans la cuisine, un bougeoir à la main. Finalement, je me prépare un thé dont l'odeur me réconforte un peu. Je m'installe sur le rebord de la fenêtre, ma tasse entre les mains. La boisson brûlante qui coule jusqu'à mon estomac me détend petit à petit. Je sais que je n'oublierai jamais Naomi, mais je ne dois pas laisser les souvenirs m'empêcher de vivre. Je reste un long moment dans l'obscurité. Au moment où je rince ma tasse avant de quitter la cuisine, je perçois un bruit de pas dans le vestibule. Les pas de quelqu'un qui marche pieds nus. Je sais qui arrive. Je reconnais son parfum, que ne dissimule pas l'odeur de la bougie qu'il tient à la main. « Tu ne dors pas ?» me demande-t-elle d'une voix légèrement éraillée. « Toi non plus, manifestement » répliquai-je en me retournant vers elle. Je souris à la vue de son beau visage encadré de boucles blondes. La lumière dansante de nos bougies révèle aussi sa silhouette. La nuisette qu'elle porte moule ses jolies formes. Ses seins pointent à travers le fin tissu soyeux. J'avale ma salive alors que la chaleur inonde mon bas-ventre face à cette incroyable beauté. Mais je reste immobile, muet. Elle se rapproche et je lis le désir dans ses yeux. Comment peut-elle mettre en doute cette attraction qu'elle ressent à cet instant? Mon corps à moi est en ébullition, et mon érection est certainement visible à travers mon pantalon. Je pose une main sur sa taille pendant que l'autre caresse son visage. Elle ferme les yeux à ce contact. « Ne tente rien de plus, dit-elle d'une voix tremblante en ouvrant les yeux. Mon cœur bat à 100 à l'heure. Je meurs d'envie de l'embrasser, de faire courir mes lèvres, mes mains sur tout son corps, mais je ne bouge pas d'un pouce. « Pourquoi tu ne dors pas ?» questionne-t-elle. J'ai fait un cauchemar. En lien avec la guerre? Je n'ai pas envie de rouvrir mes plaies, alors j'acquiesce. Comment pourrais-je lui expliquer ce que j'ai vécu là-bas? Les pillages, les persécutions, les cadavres, Naomi. Les bombardements, ça elle connaît. Elle prend mon visage dans ses mains et m'embrasse sur le front. Je peux t'aider à te débarrasser de tes cauchemars. Tu ne peux pas effacer le passé, tu dois l'accepter et lâcher prise. Quand tu te sens submergé, ferme les yeux, inspire profondément et expire le plus longtemps possible, plusieurs fois. Ensuite, imagine une image apaisante, un endroit rassurant où tu te sens bien. Concentre-toi sur les sensations agréables que ce lieu provoque en toi. Laisse-les venir à ton esprit. Ton corps va se détendre et les pensées désagréables, les tensions vont te quitter progressivement. J'obéis et je me laisse guider par sa voix. Les yeux clos, je visualise un lac en Bavière, par un magnifique jour d'été, entouré de forêts. Je suis assis sur un ponton. Une douce brise caresse mon visage. J'entends le bruit de la cascade toute proche, le bruissement du vent dans les feuilles des arbres, le chant des oiseaux et un rire, celui d'une jeune femme brune aux yeux presque noirs. Je me laisse glisser dans l'eau du lac. Elle est fraîche et revigorante. Je me dirige vers la cascade. Le soleil joue à travers les gouttes d'eau, créant un halo de couleurs. Je sens la fraîcheur de l'eau qui dévale depuis un gros rocher. Cette eau qui s'écoule m'apaise. Elle emporte avec elle toutes mes préoccupations, mes tensions. Je me sens libre et léger. Je me laisse flotter sur l'eau. Tout mon corps se relâche. Je suis bien. Puis je remonte sur le ponton. Je m'allonge au soleil, goûtant à la paix, à la tranquillité de cet endroit. La voix s'éloigne. J'ouvre les yeux. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là-bas, près du lac, en pensée.
Adeline me tourne le dos et se prépare un thé. La visualisation positive permet de libérer le cerveau de tout ce qui le stresse ou l'angoisse et favorise un état de calme dans le corps, m'explique-t-elle. Je l'utilise régulièrement avec les futures mamans pour les aider à gérer les douleurs de l'accouchement. Respirer correctement, avoir des pensées positives sont des éléments importants pour arriver à un état de relaxation profonde. Elle verse le contenu de la théière dans une tasse et revient vers moi. Tout en posant la main sur mon épaule, elle poursuit. Pour éviter les cauchemars, il faut mener une vie saine, c'est-à-dire avoir une routine de sommeil régulière, limiter les stimulants comme le café, l'alcool et le tabac avant de dormir. Réserve-toi des moments de calme dans la journée pour te recentrer sur des choses simples. Tu dois prendre soin de toi, Bastian. J'écoute ses sages conseils, mais surtout sa voix douce et mélodieuse. Comment ? Tu peux aussi utiliser des techniques comme la méditation, mais tes cauchemars sont liés à ton vécu de la guerre, m'as-tu dit. Il faut que tu inventes un nouveau scénario plus supportable, que tu devras ancrer dans ta mémoire. En clair, il faut remplacer les images et les émotions négatives du cauchemar par la répétition éveillée de nouvelles images qui amènent des émotions différentes, qui ne seront pas dérangeantes. Tu transformes ton cauchemar en rêve, pas forcément agréable, mais au moins neutre. Et faire l'amour, ce ne serait pas une méthode qui marche ? L'interrogeai-je, obsédée. Elle a beau paraître offensée, je vois bien à son regard malicieux, alors qu'elle m'assène une bourrade sur l'omoplate, qu'elle ne l'est pas du tout. Quoi ? Sentir le corps d'une jolie femme contre soi génère des sensations très agréables et paraît assez efficace contre les peines de cœur. Si tu le dis, déclare-t-elle taquine. Bonne nuit, Herr Hauptmann. Et elle s'éloigne dans l'obscurité avec sa bougie et sa tasse de thé. Je reste seule avec mes pensées. Agréable cette fois.